Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, merci d'être présent. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte. On devrait être une dizaine aujourd'hui, je vois qu'on est 8. Bonjour Christelle. Bon, je pense qu'on est bon. Je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, vous devriez voir mon PowerPoint à l'écran. Si jamais vous ne le voyez pas, faites-moi signe. Bon, ok. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de rappel des indicateurs BioDcoach. C'est un webinaire qui a pour but de vous rappeler les indicateurs que nous utilisons avec le BioDcoach. Ah, vous n'avez pas de son, Christelle. Il me semble que mon micro est activé. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Parce que Christelle, apparemment, ne peut pas m'entendre. Oui, moi j'entends. Oui, moi Parfait. aussi. Ah, super. Ok, très bien. Merci pour vos retours. Sinon, n'hésitez pas à désactiver vos micros pendant la présentation. Donc, je vais vous rappeler tous les indicateurs. Bon, d'abord, on va commencer avec le protocole de prise de mesure. Mine de rien, c'est hyper important de bien comprendre comment bien prendre la mesure. Et au-delà de savoir comment appliquer les consignes, c'est important de comprendre pourquoi on vous donne ces consignes, parce qu'elles ont un intérêt. Et une fois qu'on comprend le but de toutes ces consignes, normalement, il n'y a plus de problème, on arrive à les appliquer naturellement. Donc d'abord, le protocole de prise de mesure, et ensuite, on verra les indicateurs. Toute la présentation va durer 45 minutes, et après, à la fin, on va accorder à peu près une quinzaine de minutes aux questions. Et comme je n'ai pas de rendez-vous après, je pourrais même dépasser un peu si jamais vous avez vraiment beaucoup de questions. On pourra même faire plus. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, je peux commencer. Et pour information, c'est un webinaire qui sera enregistré et qu'on va rediffuser sur YouTube. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont un impératif, qui doivent partir avant la fin et qui pourtant sont vraiment très intéressées par ce webinaire parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été formés ou parce que vous avez des questions, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez m'écrire à moi, à johanna@ibiodi.com. D'ailleurs, je vais tout de suite vous mettre mon adresse email dans la discussion. Ou alors, vous pouvez écrire à Charlène et on vous enverra le webinaire une fois qu'il sera disponible sur YouTube. Pour information, il y a d'autres webinaires de ce type qui ont déjà eu lieu et qui sont déjà en ligne, déjà accessibles sur notre page Facebook. Tout simplement, la page Facebook s'appelle eBiodi. eBiodi, voilà, en fait, c'est tout. Donc, il n'y en a qu'une, vous devriez la trouver facilement. Voilà, donc on va commencer. Donc, comme je l'ai dit, c'est un rappel des indicateurs du BioDcoach ZM2. Donc, si vous avez un Biodi Expert, vous n'êtes pas forcément au bon endroit, même si le Biodi Expert reprend des indicateurs. Il y a des webinaires Biodi Expert et des webinaires BioDcoach. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment BioDcoach. Ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, vous, ce que vous faites comme métier, par contre, avant de commencer, si vous pourriez me dire quelques mots sur votre activité. Est-ce que vous êtes coach sportif, esthéticienne, masseur Alors, pour ma part, je suis esthéticienne. Oui. Bonjour Tiffany. Bonjour. D'accord.
esthéticienne. Et vous pratiquez des massages ou qu'est-ce En que... fait, on est Oui, un institut de centre de beauté, bien-être et parfumerie. Et on va faire tout ce qui est modelage, masseur. d'accord. Voilà, Ok. c'est assez complet. Ouais, je vois. Ok. On a Morgane qui nous répond coach sportif, Jeff également. Ouais, ok. Donc on a de tout aujourd'hui. Très varié. Voilà. Hop. Donc ça c'est moi. Bonjour. Donc moi c'est Johanna Chapuis. Je suis diététicienne nutritionniste et formatrice e-biodie et je suis spécialisée dans la nutrition de l'activité physique et sportive. Donc la prise de mesure, comme je vous l'ai promise, on la revoit. Donc vraiment toutes les consignes, pas les conditions. Les conditions, ça, je vous laisserai revisionner la vidéo spécification à la prise de mesure e-biodie. Vous la trouvez sur YouTube. Mais vraiment la prise de mesure. Donc il faut humidifier la peau. Donc c'est-à-dire la peau, mais aussi les électrodes du biodie. Donc, en fait, des deux points de contact, il faut s'assurer qu'il y ait assez d'eau. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas assez d'eau, le courant ne va juste pas réussir à passer à travers le corps et ne pourra pas mesurer votre patient. Donc, il faut absolument bien humidifier. Et pour être sûr de bien humidifier, il faut humidifier à la fois les électrodes, la main droite, puisque la mesure se prend du côté droit, et la cheville droite, aux endroits où il y aura le contact. Donc, les doigts, les 2 à 3 doigts, le pouce et la cheville en dessous des malléoles. Ensuite, il faut asseoir votre client sur un tabouret parce que si on l'assoit sur une chaise qui a des accoudoirs, comme la mesure se prend sur le côté, s'il y a des accoudoirs, ça va nous gêner pour la mesure. Donc après, on trouve des chaises sans accoudoir. Par exemple, voilà, les chaises sans accoudoir, c'est très bien. Il ne faut pas qu'on soit gêné sur le côté avec un accoudoir. À éviter aussi les canapés, parce que si on est assis sur un canapé, on est trop bas. En fait, il faut être ni trop haut, ni trop bas. Donc, le top du top, c'est d'avoir un tabouret où vous pouvez régler la hauteur parce que forcément, on a des clients des fois qui font 1,90 m et d'autres qui font 1,50 m. Donc, le mieux, c'est de pouvoir régler la hauteur pour que la personne, on a déjà une question, j'arrive tout de suite, pour que la personne ait le dos bien droit. Et en fait, il faut avoir le dos bien droit parce que si on se penche en avant ou si on se penche sur le côté, on va contracter la sangle abdominale. Et si on contracte la sangle abdominale, l'appareil va mesurer une masse musculaire plus importante qu'en réalité. Voilà. Donc, il faut vraiment être détendu, déjà pour ne pas induire de contraction, et en plus avoir le dos bien droit, parce que comme ça, d'un point de vue gravité, les flux circulent correctement. Et on est comme ça, si on n'est pas, voilà, si on est trop penché en avant, les flux ne circulent pas de la même façon dans le corps. Alors oui, Christelle, vous avez une question? Allez-y. Bon, sinon, vous pouvez... Peut-être que c'était une erreur, vous avez peut-être levé la main par erreur. Bon, en tout cas, on accordera les questions à la fin, sauf si c'est vraiment urgent, que vraiment vous ne comprenez plus, arrêtez-moi et là, posez-moi votre question. Donc, je disais, il faut être assis sur un tabouret pour éviter d'être gêné à cause d'un accoudoir, avoir le dos bien droit. On replie la jambe vers l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que si on ne le fait pas, on sera obligé de se pencher en avant pour poser l'appareil sous les malléoles devant. C'est normal. Donc, si on replie la jambe, on n'a plus besoin de se pencher en avant. Le talon décollé du sol, parce que si on ne le décolle pas, là, cette fois-ci, on va devoir se pencher sur le côté. Voilà. Donc, le mieux, c'est de soulever le talon tout en maintenant le pied au sol. Pas besoin de ramener la jambe dans l'air, parce que ça aussi, c'est pas bon. Ça va induire aussi une contraction. Vraiment, on reste détendu. On plie la jambe, on soulève le talon et on pose l'appareil sous les malléoles. Après, guidez bien votre patient. Le mieux, c'est qu'il ne regarde pas aussi ce qu'il fait, parce que s'il regarde vers le bas, il va se pencher aussi. Voilà. Donc, c'est vous qui encadrez la mesure. Normalement, le patient a juste besoin d'être guidé. Et donc, une fois qu'on a le contact appareil contre peau, on appuie sur le bouton. On n'appuie pas avant, parce que l'appareil est en veille tout le temps. Et il est même éteint, en fait. Et il s'allume automatiquement dès qu'on prend la mesure. Donc, pas besoin d'appuyer avant pour prendre la mesure. Donc, ça, normalement, ça devrait être bon, parce que vous avez tous été déjà formés. Donc, par rapport au bip, vous devriez savoir quand appuyer. Mais en tout cas, par rapport à ces consignes, voilà, il faut vraiment surveiller que votre patient ne soit pas trop penché en avant ni sur le côté.
Voilà. Et là, je sais pas, des fois j'ai des problèmes à zapper. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc la prise de mesure. Là, les conditions, on va les survoler légèrement. Donc il faut savoir qu'idéalement, il ne faudrait pas prendre de mesure après un repas, après avoir bu des boissons drainantes en grande quantité. Donc dans la vidéo, il y a écrit pas de boissons drainantes en grande quantité. Donc ça sous-entend pas de café, ni de thé, ni de boissons de minceur. Ou alors une grande quantité d'eau, ça aussi, ça draine. À température ambiante, éviter d'avoir bu une grande quantité d'alcool avant la mesure, voire même la veille de la mesure, ça peut impacter donc, la mesure. Ensuite, on verra que la personne elle aura une légère déshydratation que d'habitude. Les personnes qui sont sous traitement, qui vont perturber l'homéostasie, ça aussi, ça va impacter la mesure. Donc les corticoïdes, par exemple. Voilà, toujours à la même heure, de préférence. Ça, c'est des conditions optimales. Hein. Si vous ne pouvez pas faire autrement, ce n'est pas grave. Ça, le plus important, c'est d'avoir le dos droit. Voilà. Maintenant, idéalement, il faudrait que ce soit à la même heure. On sait que ce n'est pas toujours évident par rapport à votre emploi du temps, ni même celui de votre client. Pas de contact métal contre peau. Donc ça, c'est valable pour les bijoux, aussi bien pour les bijoux que pour la chaise. Évitez d'asseoir votre client sur une chaise en métal ou un tabouret en métal. Si c'est le cas, il faut juste éviter le contact métal contre peau, parce que s'il y a un contact métal contre peau, il va forcément y avoir conduction de courant et l'appareil va mesurer aussi le métal, donc la chaise, si c'est la chaise qui est en métal. Donc voilà, c'est pas fiable du tout. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de contact métal contre peau. La vidange, c'est pour dire qu'il faut demander au client d'aller aux toilettes avant de prendre le poids. On évite toute activité physique avant la prise de mesure. Si possible, on évite aussi de prendre des mesures chez les femmes qui ont leurs règles. Pendant la semaine des règles, on sait qu'il se passe plein de choses dans le corps de la femme et ce n'est pas le moment idéal pour faire un suivi en termes de composition corporelle. Voilà, donc ça, c'est les conditions optimales qu'on a survolées. Maintenant, vraiment, les deux seules contre-indications, et ça, j'insiste, ce sont vraiment les deux seules, c'est grossesse et pacemaker. Parce qu'après, on nous demande aussi, est-ce que le stent, c'est une contre-indication? Non, le stent n'est pas une contre-indication, c'est vraiment que la grossesse et le pacemaker. L'arythmie cardiaque n'est pas non plus une contre-indication. Voilà, vraiment, il n'y a que ces deux seules contre-indications. Voilà des mauvais exemples donc de positions à ne pas adopter. Donc, si vous pouvez participer un petit peu, je vais vous laisser me dire pourquoi ces positions ne respectent pas les consignes que je vous ai présentées. Donc, vous avez 3 images. À votre avis, pourquoi l'une de ces 3 images, à vous de me dire pourquoi c'est pas bon. Alors déjà, les deux premières, elles n'ont pas du tout le dos droit. Oui, effectivement. La dernière, elle n'a pas le talon surélevé. Oui, absolument. Donc là, on ne voit pas en entier la personne, mais forcément, pour avoir une position comme ça, elle est aussi penchée en avant. Donc là, on n'a effectivement pas du tout le dos droit, le talon qui n'est pas surélevé sur la troisième photo. Alors, il y en a celle du milieu aussi, elle est carrément debout. Donc là, on a vraiment une grosse contraction musculaire par rapport à quelqu'un d'assis. Est-ce que vous avez remarqué aussi d'autres choses? Là, je vais vous dire. Vous avez, par exemple, sur la première photo, la personne ne tient pas correctement le biodie. Elle n'a pas posé les 2 à 3 doigts sur l'électrode arrière, elle a posé la paume de la main et elle n'a pas le pouce bien posé sur l'électrode. Et aussi, surtout, on est au-dessus des malléoles pour la photo 1 et la photo 3. En fait, on insiste vraiment en dessous des malléoles parce que comme ça vous permet de toujours prendre la mesure au même endroit. Parce que c'est vraiment un très bon repère visuel, déjà. Et ensuite, c'est aussi parce que la mesure avec notre appareil a été conçue pour lancer le courant à cet endroit-là. Si vous faites la mesure un peu plus haut, on est sur une zone qui est plus musclée. Et donc, ça va fausser la mesure. Donc, vraiment en dessous des malléoles. Voilà.
Ah, on a quelqu'un qui rentre. Voilà, donc les indicateurs. D'abord, on a l'angle de phase. L'angle de phase, il vous est renseigné directement dans Biodi Connect une fois que vous avez terminé la mesure, que vous l'avez synchronisé. Avant de pouvoir aller sur Biodi Manager, vous avez des impédances en home. Donc ça, ce sont les fréquences qui ont été émises par votre appareil quand vous avez mesuré la personne. Et vous avez l'angle de phase qui est renseigné. Parce que l'angle de phase, c'est non seulement un indicateur de santé, mais c'est aussi un indicateur de confiance de la prise de mesure. Donc, on a des références, et si l'angle de phase est vraiment extrême, par exemple extrêmement élevé ou extrêmement bas, ça veut dire que la mesure a mal été prise. Donc, par exemple, les mesures des photos précédentes, si on avait eu l'exemple des angles de phase, les angles de phase auraient été pas bons du tout. Forcément, avec des positions comme ça, on aurait eu des angles de phase, par exemple, beaucoup trop élevés. Donc, on a des références, et si vos clients ont un angle de phase supérieur de plus de 2 degrés par rapport à ces références, ou inférieur à 2 degrés, donc s'il y a un écart de plus ou moins de degrés par rapport aux références, ça veut dire que la mesure a mal été prise. Donc, plutôt que de cliquer sur « Consulter les résultats », il faut reprendre la mesure et synchroniser une autre mesure. C'est pour ça que vous avez le choix avant d'analyser. En fait, c'est pour vous laisser vérifier l'angle de phase. Donc voilà, déjà, c'est un indicateur de confiance, mais en plus, c'est un indicateur de santé parce qu'il va mesurer le niveau de résistance des membranes cellulaires au passage du courant. Donc, en fait, on mesure le temps que met le courant pour traverser le corps, et au plus le temps est long, au plus on estime que les membranes cellulaires sont résistantes. Et donc, au plus l'angle de phase sera élevé. Un angle de phase sera plutôt élevé chez des personnes grandes, musclées et jeunes. Ensuite, chez des sportifs, parce que tout simplement la masse musculaire est plus importante chez les sportifs que chez des personnes sédentaires. Pour un même individu, il faudra surveiller aussi l'angle de phase d'une mesure à une autre, parce qu'au-delà de vérifier si l'angle de phase est bien dès le bilan, ou pour savoir si la mesure a bien été prise ou non, c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'il peut signaler une baisse de forme de la personne. Parce que si l'angle de phase ne fait que diminuer de consultation en consultation, ce qui n'est pas le but, les personnes viennent là, viennent vous voir pour être en meilleure forme, même si c'est de l'esthétique, bien sûr, l'esthétique passe aussi par l'intérieur. Donc, on est censé forcément avoir une amélioration, ou en tout cas, au minimum, une stagnation de l'angle de phase. Donc, si ça diminue, c'est qu'il y a une baisse de la réactivité des cellules, ou alors tout simplement une baisse de la masse musculaire, ce qui n'est pas bon non plus. Chez les femmes, on a des références plus basses que chez les hommes, parce que la masse musculaire est plus faible chez les femmes. Donc ça, c'est nos corps qui sont faits comme ça. Donc, on a des références plus faibles chez les femmes. Globalement, les références femmes sont de 1 degré de moins que les hommes. Donc, c'est facile à retenir. Donc, c'est une donnée importante chez les personnes qui sont en mauvaise santé ou en mauvaise condition physique, parce que ça va nous permettre de suivre l'évolution. Au-delà de la composition corporelle, on peut vraiment suivre l'angle de phase d'un point de vue pronostic, d'un point de vue santé. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont une très bonne composition corporelle et un angle de phase bas, ou des personnes qui sont en surpoids et qui ont un bon angle de phase. C'est pour ça que c'est un indicateur un peu à part. Chez les sportifs de haut niveau, on va aussi le suivre parce que c'est un outil intéressant dans le suivi de la condition physique. Forcément, si l'angle de phase monte, c'est très bon signe. Ça va prouver que les performances ont été augmentées, sont de mieux en mieux. Si ça diminue, c'est que le sportif n'est pas dans son meilleur état de forme. Et il faut chercher pourquoi. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que l'angle de phase diminue entre 60 et 70 ans, très progressivement, entre 60 et 70 ans. Et après, à partir de 70 ans, on a un angle de phase qui est particulièrement bas. Donc, on a des références, mais elles sont plus ou moins valables jusqu'à 60 ans. Après 60, même 70 ans, ces références, elles seront plutôt dans les valeurs basses. Donc, si vous avez un client très sportif, mais qui est âgé, on ne va pas non plus s'attendre à un angle de phase extrêmement élevé. Donc, voilà les références. Donc, comme je vous disais au début, ce webinaire sera disponible en rediffusion sur YouTube, mais vous pouvez aussi me demander le diaporama.
Donc, si vous voulez voir le support avec toutes ces références, dans tous les cas, ces références, vous les trouvez aussi dans votre Biody Manager. Si vous n'étiez pas encore au courant, vous avez dans Biody Manager plusieurs rubriques, dont la rubrique assistance. Vous avez un raccourci, c'est le point d'interrogation. Sur votre colonne de gauche, vous avez un point d'interrogation. Quand vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous atterrissez dans la rubrique assistance et il faut chercher le titre bleu, le tableau de bord en détail. Et ensuite, vous téléchargez le support Biody Coach et vous avez un PDF de 14 pages qui définit tous les indicateurs, que ce soit l'angle de phase, la masse grasse brute. Vous avez vraiment la définition de tous les indicateurs. Et en plus de la définition, vous avez les références. Donc, c'est vraiment très complet. Je vous invite vraiment à l'avoir sous la main. Maintenant, quelques exemples par rapport à l'angle de phase. Des exemples dans le cas où un angle de phase très très bas ou très très élevé serait normal ou pas. Donc, vous allez voir. Parce qu'il peut y avoir des cas où l'angle de phase est très très bas, mais où c'est normal. Par exemple, dans le premier exemple en haut à gauche, nous avons une centenaire qui mesure 1,47 m et qui a une activité physique très faible. Donc, comme je vous disais, un angle de phase élevé s'explique souvent parce que souvent la personne va être très musclée, jeune, et donc souvent de grande taille et va faire beaucoup de sport. Là, on a vraiment tout l'inverse. Nous avons vraiment le cas d'une patiente très âgée, de très petite taille. 1,47 m, c'est beaucoup plus petit que la moyenne, parce que là, ces références sont aussi basées par rapport à la moyenne de taille. Hein. Pour les femmes, la moyenne, c'est 1,64 m. Et pour les hommes, 1,74 m. Donc là, elle est nettement inférieure. Et elle a une activité physique très faible. Donc là, un angle de phase à 3, c'est possible. On ne va pas forcément s'inquiéter. Elle cumule en fait toutes les conditions pour un angle de phase bas. Ensuite, l'exemple en haut à droite, c'est une femme de 40 ans qui mesure 1,63 m. Donc là, cette fois-ci, la taille moyenne, et qui est atteinte d'une tumeur maligne. Donc là, l'angle de phase est très bas, mais ça s'explique par sa tumeur maligne. Donc, elle a une pathologie lourde qui affaiblit ses membranes cellulaires et donc qui fait que ses membranes cellulaires sont moins résistantes à cause de sa tumeur. Donc, c'est possible dans ce cas-là. En bas, à gauche, nous avons une femme de 52 ans qui mesure 1,52 m, donc plus petite que la moyenne des femmes, et qui a une activité physique faible. Là, on se retrouve avec un angle de phase à 9,2, ce n'est pas possible. Un angle de phase aussi élevé pour une femme qui a une taille inférieure à la moyenne et qui, en plus, ne pratique pas spécialement d'activité physique, vous ne pouvez pas avoir d'angle de phase aussi élevé. Ça, c'est vraiment un angle de phase d'une sportive quasiment de haut niveau. Et ensuite, en bas, à droite, nous avons un angle de phase de 10,9 chez une femme de 63 ans, de 1,65 m, donc plus ou moins la taille moyenne également, d'une activité moyenne. Et là, nous avions vu avant qu'entre 60 et 70 ans, l'angle de phase devait baisser. Là, elle est clairement au-dessus des références. Pour elle, l'angle de phase devrait être entre 5 et 6,5, voire même plutôt dans les fourchettes basses. Dans les fourchettes basses, entre 5 et 5,5. Là, on n'y est pas du tout. Elle a quasiment 5 à 6 degrés de trop. Donc, la mesure a mal été prise. Voilà. Donc, on a vraiment pris des cas extrêmes. Maintenant, la synthèse du tableau de bord. Pour rappel, c'est vraiment là que votre regard s'arrête en général lors du bilan, lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois. Donc, on a la cible. Donc, le but, c'est de voir les points forts et les points faibles de la personne. Donc, c'est vraiment une représentation globale du niveau d'équilibre de la personne. Donc, au plus on se rapproche du centre, au mieux c'est. Et au plus on s'en éloigne, au plus c'est un point faible. Donc, attention pour la masse grasse ou l'IMC. Ce n'est pas parce qu'on est dans la zone rouge que la personne est forcément en surpoids ou en situation d'obésité. Si vous avez un client qui est en sous-poids, qui manque de masse grasse et qui a un poids vraiment très faible, il se situera aussi dans la zone rouge. Par contre, pour la masse musculaire, la masse squelettique, au plus le client aura de la masse musculaire et de la masse squelettique, au plus il va se rapprocher du centre. Donc là, ils ne sont pas pareils, on ne les mesure pas de la même façon. L'hydratation, par contre, là, il vaut mieux être parfaitement hydraté, parce que si vous avez plus que votre référence, vous êtes trop hydraté, et si vous avez moins, vous êtes déshydraté. Là, dans le cas que nous avons sous les yeux, il s'agit de quelqu'un qui a trop de masse grasse, plus 12,42 kg de masse grasse par rapport à sa référence.
beaucoup plus de masse musculaire aussi, plus 10,18 kg de masse musculaire par rapport à sa référence, et une légère déshydratation. Voilà, encore une fois, par rapport à sa référence. Donc là, c'est vraiment une comparaison au cas par cas. Donc, ce n'est pas par rapport à la référence, c'est-à-dire par rapport à la moyenne, c'est par rapport à la référence de votre patient, sa référence à lui. Et donc, ça prend en compte le sexe, la taille, le poids et l'âge. Et en dessous, vous avez les indices qui permettent d'avoir une vision aussi globale de l'état du patient. Donc, bon, ça, c'est sans grande surprise par rapport aux écarts théoriques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi l'analyser sous forme de pourcentage. Donc, les trois premiers, l'indice masse grasse, l'indice masse musculaire et l'indice masse osseuse, ils permettent de comparer la masse de votre patient par rapport à la masse de la référence qu'on lui a calculée. Quand on est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a plus que sa référence, et quand on est inférieur à 1, ça veut dire qu'on a moins. Après, vous avez la codification par couleur qui va vous aider à vous repérer pour savoir si c'est bien ou pas d'être supérieur ou égal ou inférieur à 1. En tout cas, quand je vous parlais de pourcentage, c'était pour dire que l'indice masse grasse, il est à 1,53 sur cet exemple. Ça veut dire que dans cet exemple, la personne a 53% de masse grasse de plus que sa référence. Elle a 35% de masse musculaire de plus que sa référence et 37% de plus de masse osseuse. Ensuite, nous avons les charges en muscle et charges totales. La charge en muscle, il s'agit vraiment d'évaluer la capacité du squelette à supporter la masse musculaire. Donc, quand on est supérieur à 1,10, on voit que la personne a trop de masse musculaire pour son squelette. Et donc, la personne risque de se blesser au niveau du squelette, mais aussi au niveau des articulations, donc au niveau des genoux, des chevilles, etc. Donc là, ça va vous orienter dans les sports que vous allez conseiller à vos clients. Et la charge totale, c'est la capacité du squelette à supporter non seulement la masse musculaire, mais en plus la masse grasse. Et donc ça, souvent, c'est plus élevé quand la masse grasse est importante. Ensuite, nous avons donc les indicateurs qui sont dans les tuiles, on va les appeler dans les tuiles. Si vous n'aviez pas remarqué, en fait, ces indicateurs-là sont aussi rangés par couleur. Donc, en gris, vous avez les indicateurs énergétiques. En jaune, vous avez les indicateurs qui concernent la masse grasse. En violet, vous avez les indicateurs qui concernent la masse musculaire squelettique. Je vais juste vous interrompre un tout petit instant. J'ai une petite... Je sais pas que... Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, en violet, vous avez les indicateurs de masse musculaire et en bleu, vous avez les indicateurs hydriques. Donc, voilà, là, l'indicateur gris, le métabolisme de base, donc ça représente vraiment l'énergie nécessaire pour maintenir les fonctions vitales au repos. Donc, vraiment au repos, en position allongée, pas en position debout, juste pour maintenir les fonctions, votre corps tel qu'il est, tout simplement. Ensuite, nous avons les dépenses énergétiques. Donc, les dépenses énergétiques, ça reprend le métabolisme multiplié par le niveau d'activité physique. Donc, ça va prendre en compte les fonctions vitales, ce qu'elles brûlent au repos, mais en plus, tout ce qui vous fait contracter les muscles au quotidien. Ensuite, pour comprendre les autres indicateurs, il faut comprendre que le corps, on peut le diviser en deux compartiments, donc en masse grasse et en la masse maigre ou la masse hors graisse. Donc la masse hors graisse, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'inverse de la masse grasse. Donc si on prend le poids et qu'on retire la masse grasse, il nous reste l'eau, comme on voit en haut, hein, l'eau, les muscles, le squelette et les viscères. Donc en fait, l'eau, les protéines et les minéraux. Et comme la masse grasse, c'est un isolant qui ne peut pas être traversé par le courant électrique, pour le calculer, on fait un calcul par déduction. Donc, on a le poids de la personne, on y retire la masse hors graisse et on obtient la masse grasse. Donc, les indicateurs associés à la masse grasse,
c'est la masse grasse à hydratation constante, tout simplement. Et les indicateurs associés à la masse non grasse, c'est tout le reste. Donc la masse musculaire squelettique, l'hydratation hors graisse, la masse cellulaire active et la masse sèche hors graisse. Donc la masse grasse à hydratation constante, elle a l'avantage de vous donner le poids en pourcentage. Et il faut vraiment retenir qu'il s'agit du gras et pas du tissu adipeux. Parce que le tissu adipeux, il contient de l'eau et du tissu conjonctif, les deux. Là, il s'agit vraiment que du gras, pas du tissu adipeux. La masse musculaire squelettique, donc ça représente les muscles à contraction volontaire. Ce qui est important à retenir dans ce cas-là, c'est que la masse musculaire, elle est composée de 75% d'eau et 25% de protéines. Donc en fait, les variations de la masse musculaire squelettique ne sont pas forcément liées à une perte de masse musculaire sèche. Quand il y a une perte de masse musculaire, ça peut être juste une perte hydrique. À l'inverse, ça peut être juste une perte de la masse sèche sans qu'il y ait eu de perte hydrique. Donc en fait, on ne va pas uniquement se fier à cet indicateur-là. Quand on lit cet indicateur, il faut obligatoirement aller vérifier deux autres indicateurs, c'est-à-dire l'hydratation et la masse sèche hors graisse, pour vérifier ce qui a bougé, s'il y a eu un mouvement dans ce tissu. Donc la masse sèche hors graisse, elle est ici. Donc là, il s'agit vraiment des protéines et des minéraux. Et comme son nom l'indique, cet indicateur, c'est la masse, donc le poids, sèche, donc ça veut dire sans l'eau, hors graisse, et sans le gras. Donc en fait, c'est le poids sans l'eau et sans le gras. Donc ce qui nous reste, ça va être le muscle, le squelette et les viscères, le tout sans leur eau. Donc en fait, autrement dit, c'est la masse maigre sèche. Et donc, c'est vraiment cet indicateur qui va bouger, qui va augmenter si votre client prend en masse musculaire sèche. S'il diminue cet indicateur, il faut creuser et chercher avec votre client ce qui a été modifié. Est-ce que la personne a fait moins de sport? Est-ce qu'elle a mangé moins de protéines, moins de glucides? Voilà. Est-ce qu'elle souffre de malabsorption intestinale? Ça peut être des milliers de raisons différentes. La masse cellulaire active, donc cet indicateur, il est souvent délaissé et c'est dommage parce qu'il permet d'évaluer la capacité, enfin, si vous voulez, c'est l'ensemble des cellules actives du corps et il permet de voir l'impact de l'alimentation sur le corps de votre client. Donc en fait, vous pouvez voir si votre client a une alimentation qui répondait à ses besoins. Quand il y a une baisse de masse cellulaire active, c'est que potentiellement, il y a eu une diminution des apports protéiques. Et donc, si la personne a mangé moins de protéines, elle est allée puiser dans ses propres protéines, dans ses propres réserves protidiques, ce qui n'est pas idéal. Ça peut être également parce que la personne s'est déshydratée du milieu intracellulaire. Donc là, il faudra revoir les apports en potassium parce que l'eau intracellulaire, c'est une eau qui est riche en potassium. Ou alors, ça peut être les deux. Donc là, vous avez deux jauges, BCM et ICW. BCM, ça veut dire Body Cell Mass, ou masse cellulaire active, c'est le terme anglais. C'est juste que les études sur lesquelles repose notre indicateur ont été faites en anglais. Donc, pour être plus fidèle à nos sources, nous avons gardé le diminutif anglais, donc BCM, Body Cell Mass. Et ICW, ça veut dire Intracellular Water, donc eau intracellulaire. Donc, il faut suivre à la fois l'eau à l'intérieur des cellules, parce que si les cellules ne sont pas assez hydratées, vous ne pourrez pas être assez performant dans l'activité physique ou pas être en aussi bonne forme que si vous étiez bien hydraté. Et le BCM reflète à la fois l'apport en quantité de protéines, mais aussi de glycogène. C'est vraiment l'équilibre général. Donc, si vous avez un client qui mange très gras et pas assez de protéines ou de féculents et de fruits et légumes, et qui en plus ne boit pas assez d'eau, il y aura forcément une baisse dans la masse cellulaire active. Donc voilà, il faut chercher l'origine. Il peut y en avoir encore une fois plusieurs et traiter la cause. Donc ça va vraiment orienter votre suivi. Je vérifie, oui, il nous reste 10 minutes, donc on va pouvoir aussi analyser cet indicateur-là. Donc, il y a deux moyens pour évaluer l'hydratation avec votre appareil BiotiCoach, parce que vous avez deux indicateurs hydriques. D'abord, vous avez l'hydratation
donc hors graisse, qui s'affiche directement sur votre tableau de bord. L'hydratation hors graisse signifie l'eau du corps à laquelle on a retiré l'eau qui est dans le tissu adipeux. Donc ça, c'est l'hydratation hors graisse. Mais vous avez aussi le taux d'hydratation de la masse hors graisse. Mais pour ça, il faut aller cliquer dans historique. Quand vous cliquez sur historique, vous avez accès à une information supplémentaire. Et donc, pour savoir laquelle des deux vous allez utiliser, il faut vérifier le pourcentage de masse grasse de votre client. Si votre client a un pourcentage de masse grasse inférieur à 30%, vous pouvez utiliser l'hydratation hors graisse. Mais si votre client a un pourcentage de masse grasse supérieur à 30%, il faudra utiliser le taux d'hydratation de la masse hors graisse. Le deuxième qu'on voit, qui est par exemple entouré en rouge dans l'historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, notre tissu adipeux, il contient 15% d'eau, mais à partir de 30% de masse grasse, ce tissu adipeux se déshydrate de plus en plus. Les adipocytes prennent de plus en plus de place dans le tissu adipeux et nous avons de moins en moins d'eau. Normalement, nous devrions avoir 15% d'eau dans le tissu adipeux, mais à partir de 30%, il y a moins que 15%. Et c'est dégressif. Au plus la personne grossit, au plus les adipocytes prennent de la place, au moins il y aura de l'eau dans le tissu adipeux. Donc en fait, l'hydratation hors graisse, qui elle retire toujours 15% d'eau, peu importe le taux de masse grasse, elle va surestimer la déshydratation ou sous-estimer l'hydratation. Pour éviter de faire une double négation, on va dire plutôt, sous-estimer l'hydratation. Donc, chez les personnes qui ont une masse grasse inférieure à 30%, pour récapituler, on regarde l'hydratation hors graisse, mais chez les personnes qui ont une masse grasse au-dessus, on regarde le taux d'hydratation de la masse hors graisse. L'équilibre hydrique. Ça, c'est un indicateur à regarder à part, mais qui ne représente pas le volume hydrique. Il représente la façon dont est répartie l'eau dans le milieu extra et le milieu intracellulaire. Vous avez l'eau extracellulaire qui est à gauche et l'eau intracellulaire qui est à droite. Donc à gauche, vous avez les 41,92% d'eau extracellulaire, alors que la référence est à 42%. Et à droite, on voit qu'il y a 58,08% d'eau d'intracellulaire, alors que la référence est à 58%. Donc vraiment, là, on est dans un cas où on ne peut pas parler de déséquilibre. S'il y a un écart théorique de 0,08%, donc c'est quasiment parfait. Bon, si on devait vraiment chipoter, on pourrait dire qu'il manque d'eau extracellulaire. Donc potentiellement, peut-être, un manque de sodium, puisque l'eau extracellulaire est une eau qui est riche en sodium, ou un petit excès de potassium, puisque l'eau intracellulaire est une eau qui est riche en potassium. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un manque dans un compartiment, vous allez avoir un excès dans l'autre compartiment. Donc, il faudra chercher au niveau de l'alimentation, mais aussi, pas que au niveau de l'alimentation, au niveau global, par exemple hormonal, chercher est-ce que la personne souffre de troubles hormonaux, est-ce que la personne suit un traitement qui perturbe l'homéostasie. Voilà, il peut y avoir plein de causes à un déséquilibre hydrique. Donc les voici. D'abord, tout simplement des causes de déshydratation. Donc si quelqu'un est malade, il va perdre plus d'eau que d'habitude. Et en perdant plus d'eau, il va perdre plus de sodium. Et donc, ça va induire un déséquilibre hydrique. Donc les pertes d'eau peuvent passer par des hémorragies, des vomissements, des diarrhées, une utilisation excessive de diurétiques. Sinon, il y a l'hydratation hypotonique. Donc, ça peut être causé par une insuffisance rénale ou des absorptions excessives d'une grande quantité d'eau. Là, encore une fois, si on boit beaucoup d'eau, on va diluer le taux de sodium que l'on a dans le corps. Et en diminuant donc, la quantité de sodium, en fait, on va diminuer le compartiment de l'eau extracellulaire et ça va provoquer un mouvement de l'eau vers l'intérieur de la cellule parce que, comme je vous le disais, une insuffisance dans l'un des compartiments induit un excès dans l'autre compartiment. Les œdèmes, le surpoids. Alors attention, le surpoids, c'est normal d'avoir un déséquilibre hydrique puisque le tissu adipeux est composé à 80% d'eau extracellulaire. Donc ça, c'est le cas chez tout le monde.
on a toujours un tissu adipeux qui est composé à 80% d'eau extracellulaire et 20% d'eau intracellulaire. Donc, chez les personnes qui ont un tissu adipeux très, très développé, on va avoir plus d'eau dans le milieu du tissu adipeux que quelqu'un d'autre qui a une masse grasse plus normale. Et donc, ça va augmenter la valeur calculée dans l'équilibre hydrique. Et enfin, l'excès de sel dans l'alimentation peut être à l'origine d'une rétention d'eau, puisque le sel se situe dans le milieu extracellulaire, et donc ça va garder l'eau dans le milieu extracellulaire. Les hormones, comme je le disais, donc de plusieurs origines, les menstruations, les pilules contraceptives, la ménopause, d'autres problèmes hormonaux, ou alors des problèmes de cortisol, l'immobilité, certains médicaments. Voilà. Et une petite étude de cas rapide, puisqu'il nous reste 5 petites dernières minutes. Donc, voici le cas de Madame D, qui a 34 ans et qui mesure 1,60 m. Au début, cette Madame D pesait 72,1 kg, donc le 17 septembre 2021. Donc, ce qui lui faisait un IMC de 28,16 kg, donc un peu au-dessus, donc dans la catégorie surpoids. Ensuite, Madame D a perdu du poids et elle a pesé 69 kg, donc ce qui lui donnait un IMC de 26,95 kg par mètre carré. Avant son rééquilibrage alimentaire, voici sa synthèse avec sa cible. Donc, on voit une cible déséquilibrée dans la masse grasse, parce que donc elle avait une masse grasse trop élevée, elle a plus 8 kg par rapport à sa référence, un IMC élevé puisqu'elle était en surpoids, et une déshydratation. Donc, on voit sur l'historique que son poids a diminué. On voit qu'au total, en 3 mois, elle a perdu 3,100 grammes, donc 3 kg et 100 grammes de poids en 3 mois, dont 2 kg de masse grasse, 500 grammes de masse sèche en graisse et 500 millilitres d'eau. Sa masse grasse, quand on est allé regarder sa masse grasse brute dans l'historique, on a vu que donc elle a perdu 2 kg de masse grasse, donc 2 kg de lipides, pas 2 kg de tissu adipeux. Et quand on regarde le pourcentage, on voit une assez faible diminution. En fait, elle est passée de 33,9 à 32,68%. Parce qu'en fait, c'est un pourcentage qui est calculé. Mais c'est intéressant de consulter aussi la masse grasse brute dans l'historique. Et dans la masse musculaire squelettique, on voit qu'elle a perdu, donc comme on l'a vu dans l'historique, elle est passée de 24,06 kg de masse musculaire squelettique à 23,31. Et la masse sèche en graisse, quand on regarde sa masse maigre, on voit qu'elle a perdu un petit peu de masse sèche en graisse. Donc à surveiller lors du suivi, parce que ça, c'est pas idéal. Et l'évolution du volume hydrique, on voit que par contre, ça s'est décalé. Elle était déshydratée et elle est toujours déshydratée, mais moins. Et l'équilibre hydrique, on voit qu'il y avait un déséquilibre hydrique puisqu'elle avait un tissu adipeux développé, elle avait beaucoup d'eau extracellulaire. Et là, elle a moins d'eau extracellulaire puisqu'elle a perdu de la masse grasse. Donc la synthèse, après ce rééquilibrage alimentaire, on constate qu'elle a perdu de la masse grasse, elle a perdu un petit peu de masse musculaire, elle a amélioré son hydratation. Et on est plutôt satisfait de ce résultat, puisque, bon, même si elle a perdu un peu de masse musculaire, ça reste quand même en minorité, elle a perdu en majorité de la masse grasse. Donc tout a évolué quasiment dans le bon sens. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'arrête le partage, sauf si vous avez des questions, j'y reviendrai. N'hésitez pas, parce que toute question peut intéresser une autre personne. Ah, donc pas de questions. Je pense que c'est plutôt bon signe, alors ça veut dire que tout était clair.
Bon, très bien. Bon, bah alors, s'il n'y a pas de questions, on va terminer ce webinaire. Et donc, ravi. Du coup, j'ai pas de... Non, Allô? voilà, j'ai pas de questions, c'était assez clair, mais du coup, est-ce que oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous entends. Je disais, j'ai pas de questions, c'est juste voilà, si on peut avoir le support après qui est un peu plus succinct que le PDF de 14 pages, qui permet Oui. aussi de compléter un peu, voilà, juste ça. Oui. Vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse email que j'ai mis dans la discussion, comme ça j'aurai votre adresse email directement, et puis je vous l'adresserai avec un lien Ok. WeTransfer ou SwissTransfer, parce que c'est toujours un peu lourd, mais il n'y a pas de problème, je peux vous envoyer ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'est vrai que c'est plus succinct que le PDF. Hein. Oui, vous pouvez redonner votre adresse mail? Oui, bah, je vous la réécris dans la conversation, il n'y a pas de problème. Dans la discussion, vous devriez la trouver. Vous avez réussi à trouver la bonne connexion, Christelle, parce que... Oui, il fallait que j'appuie sur truc cellulaire. Là, j'ai mis un moment. Hein. Ah, d'accord. Hop. Voilà, donc j'ai noté l'adresse email dans la discussion. Donc, en tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous viennent après, il n'est jamais trop tard pour les poser. Vous pouvez me contacter après. C'est juste que là, c'est aussi intéressant puisque chaque question peut intéresser une autre personne. Mais s'il n'y en a pas, je pense que on va pouvoir arrêter le webinaire alors. Moi, du coup, j'ai une question, une petite dernière. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à des programmes alimentaires ou pas? Oui, on a une extension. C'est quand vous allez sur votre tableau de bord, vous avez la partie diététique. Et donc, si vous n'y avez pas déjà accès, c'est un abonnement annuel. Donc, on pourra vous faire parvenir les différents tarifs. Ça dépend de combien de plans alimentaires vous avez besoin par an. Ça va de 500 à 1500. Et il y a un mois d'essai. Donc, vous avez une adresse email à laquelle vous pouvez écrire ou vous pouvez m'écrire à moi aussi, hein, comme vous voulez. Et on vous donne un code qui sera valable pendant un mois. Ça vous laisse le temps d'utiliser cette plateforme pour faire des enquêtes et des plans alimentaires. Et si ça vous convient, vous pouvez souscrire pour un an. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis après, c'est assez intuitif comme plateforme. Sinon, vous avez une formation avec moi d'une demi-heure si vous avez besoin. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas, elle peut être proposée gratuitement. Et c'est un plan alimentaire, c'est un logiciel qui a été établi par une diététicienne. Et comme ça a été établi par une diététicienne, vous avez le droit, en tant que coach ou esthéticienne, d'utiliser ce programme. Ok, super. Je vous en prie. Donc, si vous avez besoin de quelques informations sur ça, sur les tarifs ou autre, ça aussi, n'hésitez pas. Bien. Bon, alors, je vais vous souhaiter de passer une agréable après-midi. J'espère vous revoir bientôt lors d'un prochain webinaire et puis peut-être bientôt par écrit pour celles et ceux qui voudront récupérer le PowerPoint, donc le support, ou pour toute autre question, je me tiens à votre disposition, hein, que ce soit par mail, par téléphone, par SMS, le canal de votre choix. Il y a juste que par écrit, c'est bien parce que vous gardez la trace écrite, en fait. Donc, ça vous permet de relire si quelques semaines plus tard, vous avez toujours la même question. Bon, bah alors, je vous remercie et puis à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.